Hey, salut Bruni. Salut, ça va? Ben oui, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Je sais pas trop comment t'appeler. J'ai vu un peu tes différents surnoms. Le petit, le pasteur, l'animal, l'oiseau. Bruni, c'est bien correct. Bruni, c'est bien correct. Ouais. Si on avait justement à choisir un peu un surnom pour toi, si toi tu choisirais un surnom que tu aurais à te donner, comment, ce serait quoi ton surnom préféré? T'en as eu beaucoup là, dans ta carrière, mais... J'aime particulièrement le dernier que j'ai eu. C'était le Lion tranquille. Le Lion tranquille. Qui est le titre de ton livre d'ailleurs? Qui est le titre de mon livre. Oui, exactement. Puis là, si les gens se demandent, mais pourquoi? Parce qu'on a fait référence à le 100 mètres. 100 mètres, c'est comme une jungle. Les sprinteurs, ils veulent être le king, le roi. Puis dans mon temps, il y avait beaucoup d'intimidation, puis tout ça. Moi, j'en faisais pas d'intimidation. J'étais toujours dans mon coin avec mon équipe. Mm-hmm. C'est comme qu'on disait que c'était le lion, mais qui est tranquille, mais vient pas le déranger. Là. Ouais. Jusqu'à temps que le coup sonne. Le coup de feu, c'est exactement. Ouais, fait que j'ai gardé le lion tranquille. Ah, ouais. Cool. Puis toi, t'es né un peu, parle-nous un peu de ton enfance. T'es né à Haïti. Ouais. T'as grandi là-bas jusqu'à 7 ans environ, je crois. Ouais. T'en parlais un petit peu dans ton livre, justement, pour les gens qui veulent en connaître plus sur toi, justement, je vous encourage à lire son livre, Le Lion tranquille, est vraiment excellent. Merci. On s'attardera pas trop sur tout ton parcours en détail, mais parle-nous un petit peu d'Haïti ou ton enfance. Haïti, moi, qu'est-ce que je me rappelle d'Haïti, c'est que j'ai toujours... j'ai encore cet esprit-là. Je me rappelle tout petit, j'avais 5 ans, 6 ans. Une chose qui m'a marqué, c'est que quand tu sortais de l'école, la première chose que tu faisais, c'est d'apprendre tes leçons pour le lendemain. Parce que tu sais que si le lendemain, tu arrives à l'école puis tu connais pas tes leçons par cœur, tu vas passer au BAT. Au rigaz. Au rigaz, exactement. Iguaz. Iguaz, tu passes là-dessus. Moi, c'est ça priorité. Puis je me rappelle souvent, puis après ça, je sortais dehors, puis on jouait au soccer. Puis moi, j'ai toujours voulu jouer avec des jeunes, des gars plus âgés que moi. Parce que je me disais que plus âgés, ils ont plus d'expérience. Ouais. Je vais apprendre d'eux. Quand même que je sois le plus faible des plus forts, mais je vais m'améliorer dans mon groupe d'âge. Okay. Puis je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait cette réflexion-là l'autre fois. Je veux dire, j'ai encore cette mentalité-là aujourd'hui. J'ai toujours voulu m'entourer des gens meilleurs que moi. Puis même quand j'étais athlète, j'ai voulu toujours m'entraîner avec des gens plus rapides que moi. C'est ça qui va m'aider à me propulser dans le fond. OK. Ouais. T'aimais déjà l'adversité à un très jeune âge. J'aimais déjà l'adversité. Puis moi, qu'est-ce que je me rappelle, mes parents, c'est comme travaillaient très fort parce qu'on sait qu'Haïti, c'est pas... il y a beaucoup de gens qui viennent, que ce soit au Canada, pour essayer d'avoir une vie meilleure. Puis moi, c'est ça que mes parents ont fait. Ils travaillaient très, très fort. Puis 1 an avant que moi, j'arrive au Québec, eux, ils étaient déjà au Canada, au Québec, pour préparer le terrain. Ouais. Puis 1 an après, mon père est venu nous chercher. Fait que je suis très reconnaissant par rapport à ça. Ouais. Ouais. Vous êtes arrivé en janvier en plein milieu de plein hiver. En plein hiver. Puis là, est-ce que tu as apprivoisé l'hiver même après tout ce temps-là? Non. Non, moi, ma saison, c'est vraiment l'été. Moi, je suis un gars d'été, je suis un gars de plage. Je fais du ski un peu, mais c'est pas ta saison préférée. C'est pas ma saison préférée. Ça a été vraiment un choc culturel. En plein mois de janvier, il faisait froid. Mais encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté avec ça. Je suis pas capable. Mais dans le fond, je me suis bien intégré, je pense. Puis je veux dire que après ça, j'ai voyagé partout dans le monde. Puis je le dis, puis je l'ai dit souvent. Puis on est dans un pays, je pourrais dire qu'on peut... Il y a toutes les opportunités qui sont là. On est libre. Moi, je bouge pas d'ici. C'est Québec, Montréal, c'est ma place, je bouge pas. T'es-tu le genre, justement, l'été qui s'en va quand même une semaine dans le sud ou qui s'en va prendre des vacances un peu l'hiver? Ce que j'ai dit l'été, mais l'hiver, je fais tout le temps ça. Donne un petit break. C'est ça. Depuis que j'étais... Dans le fond, je pense que j'ai fait tout ça depuis que j'ai 18 ans. Parce que j'ai 18 ans, j'ai commencé à faire de l'athlétisme. Des compétitions, Puis là, je faisais des camps d'entraînement. Mais là, l'hiver, je trouve que c'est trop long. Mais à chaque hiver, c'est sûr que je fais 1 ou 2 voyages dans le sud. Okay. Je continue comme ça. Ça passe mieux. Ça passe mieux, ça fait avaler la pilule. Puis j'ai lu dans ton livre, tu parlais dans ton enfance, il y a eu
beaucoup de place à la discipline, je pense justement, qui venait autant en Haïti des professeurs d'école que même à la maison, je pense ton père que ça prenait une grande place quand même, la discipline. Aujourd'hui, est-ce que toi, ça occupe une grande place en tant que père justement avec tes 2 filles? Est-ce que tu penses que la discipline, j'imagine que c'est pas la même chose, mais comment tu vois ça un peu, toi? Ben moi, c'est sûr que la discipline, pour moi, c'est primordial. Je suis très discipliné avec mes filles. Quand c'est le temps d'être le papa gâteau, oui, je vais être le papa gâteau, mais quand c'est le temps d'être sérieux, je vais être sérieux. Puis la discipline, pour moi, c'est primordial. C'est sûr que dans mon temps, je peux pas comparer ça, le niveau à aujourd'hui, parce que sinon, ce serait la DPJ, là. Je regarde des cas, moi, ce serait le DPJ, j'appellerais la DPJ à toutes les semaines, là, quasiment, là. Ouais. Mais c'était courant, dans ce temps-là, c'était vraiment normal. Puis avec du recul, est-ce que tu vois que c'est positif, ça l'a amené quelque chose de positif dans ta vie, ou est-ce que... La discipline, oui, mais à un excès, comme par exemple, écoute, moi, mon professeur d'école, je me rappelle très bien, à un moment donné, je faisais le tannant un peu, là, puis il m'a dit, après la classe, tu m'attends. Fait que là, j'ai passé à l'Igoise. L'Igoise, c'est comme un fouet, là, avec la peau de vache, là, puis je me rappelle encore. Puis ça, c'était pas nécessaire, mais sauf que dans ce temps-là, pour eux, la croyance, c'est ça qu'il fallait pour mettre la discipline. Fait que je comprends ça aussi, mais aujourd'hui, on se dit, ben écoute, c'était pas vraiment nécessaire. Mais moi, j'ai jamais battu ma fille, là. J'ai jamais pensé non plus sortir ma ceinture pour la battre et tout ça. Mais les punitions, c'était comme, ben va dans ta chambre, puis va rester un peu dans le coin, puis regarder le mur, là. C'est ça. Puis des fois, au tennis, ben je l'enlevais dans les tournois. Même que des fois, les gens disaient que c'était trop sévère, mais pour moi, c'était correct, là. Aujourd'hui, elle a dit que t'as bien fait, là, parce que j'étais vraiment pas du monde, là. Puis c'est quelque chose, je pense, que peut-être plus tard, ça a joué un rôle dans ton parcours quand tu es arrivé tu parlais dans ton livre, tu es arrivé comme à une croisée des chemins où est-ce que tu avais le choix un peu de t'entraîner très très fort, d'être discipliné, ou de peut-être suivre un peu, là, faire des mauvais coups, tout ça, être au secondaire, là, tu avais comme 2 directions, puis là tu as choisi celle qui était plus disciplinée. Et entre autres grâce à... Ouais, c'est vrai, mais moi le sport, je pourrais dire que ça m'a comme sauvé, j'aurais pu prendre des décisions vraiment à l'opposé, parce que adolescent, tu sais, à un moment donné, tu fais un petit mauvais coup, puis là, avec ta gang, tu fais un mauvais coup, mais un petit peu plus grave, puis de plus en plus, ça monte, puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, ben là, quand j'ai commencé à faire du sport, mais là, après l'école, au lieu d'aller faire des mauvais coups, ben moi, j'allais m'entraîner. C'est comme... Puis j'ai appris la discipline de l'entraînement aussi là. Mais écoute, il y a d'autres personnes que malheureusement qui ont continué ce chemin-là. Je suis pas là pour juger, mais j'aurais pu prendre un tournant vraiment grave, là, si je peux dire. Très différent, Puis donc c'est ça. Fait que là, tu as commencé à 17 ans les compétitions d'athlétisme. Puis là, ça ressemblait à quoi à ce moment-là, ta discipline, admettons? Ben, au début, quand j'ai commencé, c'était comme genre 3 fois semaine, on va dire. OK? Puis là, à cause de l'âge aussi, j'avais pas beaucoup d'expérience et tout ça. Puis je pense que ça a été quand même assez vite, comme genre 1 an après, c'était vraiment 5-6 jours semaine. Puis c'est là aussi que j'ai eu de grands objectifs, de grands rêves. Puis, comme je te le dis, ma mentalité aussi, je regarde toujours le meilleur. Puis moi, je veux faire comme lui, puis être meilleur. Fait que là, moi, le meilleur dans ce temps-là, c'était Carl Lewis. Puis moi, je le regardais à la télévision, que je le connaissais pas, puis je connaissais juste que il avait gagné 4 médailles d'or. Puis moi, je me suis identifié à ça. Puis moi, tout bonnement, je me suis dit, je veux être comme ça. Puis je vais être capable de courir plus vite que lui un jour. Puis je l'ai dit. Je l'ai dit ouvertement. Puis là, tout le monde me dit, mais non, arrête, là. C'est comme, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux courir plus vite que Carl Lewis? T'es malade? Puis moi, dans ma tête, c'était comme, des fois, dans mes conférences, je dis des fois, peut-être que je suis comme conditionné. Tu sais, dans le fond, on dit ton cerveau, puis qu'est-ce que j'ai appris aussi, je travaille avec des psychologues sportifs, puis mon premier coach aussi me dit, ton cerveau, tu peux y faire quoi, n'importe quoi. Tu as un objectif, tu peux lui dire, ton cerveau, ben tu y crois pas, puis tu feras pas les efforts pour y arriver. Ou l'autre côté, tu peux dire, ben j'y crois, puis je vais faire tout à ma possession, légalement, ou whatever, pour y arriver. Ben moi, je suis du côté positif. Puis ça a porté fruit. Puis
je pense qu'il y a un entraîneur qui a joué un grand rôle à t'amener cette mentalité un peu du mindset. Ça, c'est Daniel Saint-Hilaire. Exactement. Qui t'a comme découvert à un très jeune âge. T'avais comme 14 ans. Puis là, ça a pris un bout avant que tu l'écoutes. 5 ans. 5 ans avant qu'il réussisse à t'avoir. Ça a pris 5 ans, puis après ça, c'est lui qui t'a comme convaincu de croire en toi-même puis qui t'a donné un peu la piqûre pour... Exactement. Pour justement rêver. Ouais. Puis moi, Daniel, à un moment donné, je l'ai appelé, j'ai donné le surnom comme le vendeur de rêves, là, dans le fond. Parce que moi, dans le fond, c'est ça qui m'a vendu. Il m'a dit, ben écoute, tu as le potentiel, puis tu pourrais être le meilleur. Puis quand tout le monde me disait que c'était impossible, puis c'est là que lui me disait, ben écoute, conditionne ton cerveau, qui me parlait de visualisation. Puis, écoute, au début, je disais, mais c'est qui ce gars-là? D'où ce qui sort? Ben voyons donc, qu'est-ce qu'il me raconte là? Puis ça, puis de plus en plus, il me parlait. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben je vais adhérer à ça. Puis j'ai dit, écoute, ben je vais faire qu'est-ce qu'il me dit. Là, après les entraînements, on mettait notre petite musique, c'est quasiment faire de la méditation, genre. Puis je me voyais courir, je me voyais sauter, je me voyais réussir. Puis de plus en plus que je faisais ça, ma confiance grandissait. Puis c'était comme, après ça, c'était comme, ben, je sais, c'est sûr et certain que je vais le faire. Puis aujourd'hui, en affaires, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas une semaine que je vais passer sans faire de la visualisation, sans penser pour dire, ben écoute, où est-ce que je suis rendu, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer. Je me pose cette question-là tout le temps. Puis c'est ça que j'encourage aussi les gens à faire. Puis ça ressemble à quoi ton processus de visualisation? Supposons que tu es dans la douche, tu es dans l'auto en train de conduire vers quelque part, tu réfléchis, tu essaies de te projeter un peu dans le futur, de dire qu'est-ce que je veux accomplir. Comment que ça se fait pour toi? Là? Je te dirais à 75%, c'est le matin, je me lève. Puis des fois même avant d'ouvrir mon téléphone pour ouvrir mon ordinateur, je reste à mon bureau, puis je prends 10-15 minutes juste à moi. Puis là, je réfléchis, je médite et je fais de la visualisation. Je dois faire ça. Puis cette année, je me suis donné comme objectif de le faire 2 à 3 fois semaine. Okay. Là, j'étais comme genre à 2. Là. je l'ai fait ce matin, justement. Je l'ai fait ce matin. OK. Ouais. Wow. Ça marche. Ouais. Ça marche. Ça fonctionne. Ouais. Puis au début, c'est ça, tu doutes de ça, j'imagine, comme à 17, 18 ans, comme tu disais, il y en a qui riaient de toi parce que tu avais des objectifs très élevés, beaucoup d'ambition. Fait que c'est quelque chose au début que tu doutes un peu, mais au fur et à mesure de ta carrière, tu as vu que les preuves, en fait, de ça. Là. Exactement. Puis j'ai eu Daniel comme premier entraîneur. J'ai eu ma mère à l'âge de 7 ans. Sais-tu qu'est-ce que ma mère m'a dit à l'âge de 7 ans quand ça faisait 1 an que je ne l'avais pas vue? J'arrive au Québec. Puis là, tout le monde est content. Je vois ma mère après 1 an, puis là, elle m'a dit, ben écoute, là, maintenant, là, tu es dans une province, dans un pays que tu as toutes les opportunités devant toi. Puis ça dépend de toi. Puis deuxième affaire, oublie jamais quelque chose. Dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Fait que quoi que tu vas faire, marche toujours droit. Ça veut dire triche pas. Parce qu'elle me dit, tu triches là, tôt ou tard, ça va te péter d'en face. Moi, c'était enregistré. Puis ça reste là comme si j'ai encore sa voix qui me dit ça comme si c'était hier. Là. C'est fou. Puis moi, j'ai grandi avec ça. Puis moi, c'est comme, OK, mais ma mère m'a dit que je peux réussir n'importe quoi. Ouais. J'ai toutes les opportunités au Québec, au Canada. Je vais aller les chercher. Ouais. Why not? C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est pour ça que des fois, tu sais, dans mes conférences, je rencontre toutes sortes de gens, toutes sortes de communautés, puis tout ça. Puis des fois, les gens vont dire, ah, ben là, ça marche pas à cause d'eux. Ben, je dis, écoute, oui, tu peux arriver des occasions que, admettons que toi, ça te demande 2 fois plus d'efforts pour y arriver, ben vas-y, fais 2 fois plus d'efforts. Si ça vaut 5 fois plus d'efforts, ben travaille 5 fois plus fort. That's it. Reste pas chez vous en disant, ben c'est à cause de la société, c'est à cause des règlements, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Si tu le veux vraiment, là, tu vas tellement défoncer les portes que tu vas l'avoir. Ouais. No matter what. Puis si tu as la mentalité... C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Si tu as la mentalité il n'y a pas de raccourci, ça te donne aussi... Tu peux pas chercher la façon facile d'y arriver. Justement, ça se peut qu'il faut que tu travailles 2 fois plus fort. Ça se peut qu'il faut que tu... Écoute, si je vous donnais tous les comment je pourrais dire ça? Les portes qui se sont fermées devant moi au début de ma carrière, là, je peux vous raconter des anecdotes là, jusqu'à demain. C'est malade, là. Ouais. Puis des fois, quand je pense à ça, je me dis, tabarnak, je le voulais vraiment. Et je me suis fait humilier
les gens qui riaient de moi. J'ai dormi dans les stations de train. J'ai dormi sur le plancher, par terre, dans les hôtels, les plus gros hôtels, parce que je me suis fait refuser d'entrer dans la compétition, puis le monde riait de moi encore. Écoute, gars, là, c'est malade, là. Quand tu frappes aux portes au début, essayer de trouver des commanditaires, c'est tous des noms. Et puis, j'avais pas de performance. Bruni Sturin, c'est qui, toi? Oublie ça, là. Au début, je me disais, écoute, j'habite dans le quartier Saint-Michel, j'ai pas beaucoup de moyens. J'ai pas d'argent pour m'acheter des souliers, je peux pas faire des voyages. Bon, c'est vrai que c'est impossible de courir plus vite que Carl Lewis. Fait que je vais rester chez nous. Hey, arrête, là. Aujourd'hui, je suis en train de me dire, sais-tu quoi? Il va y avoir les Olympiques, là, cet été, là, à Tokyo. Moi, quand j'étais jeune, là, je suis sûr que j'aurais pu faire les Jeux Olympiques. Ça aurait été ma conversation aujourd'hui. Ouais. Mais qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens qui ont justement ces objectifs-là, ces rêves-là, puis les gens partagent avec moi. Souvent, après mes conférences, ils disent « Bruni, t'as bien raison. Moi, il y a tel objectif, tel rêve que je voulais faire, mais j'ai jamais commencé. » J'ai dit « Mais pourquoi vous n'avez pas commencé? » Toutes sortes de raisons. Puis une des raisons que j'entends le plus aussi, j'ai peur. Ça va-tu vraiment fonctionner? Si tu pars une business, on te dit de mettre X montant d'argent, puis quand tu pars une business, c'est pas du 9 à 5, là. C'est ta business. Fait que il faut que tu mettes les heures, là. Puis les fins de semaine, puis tout. Es-tu prêt à faire ça? Là, l'autre côté de ton cerveau qui dit, ouais, mais si jamais ça marche pas. C'est ça, t'as pas la certitude. T'as pas la certitude. Il n'y a pas de certitude, là. Tu y vas, puis il y a des risques dans tout. Mais il faut y aller. Puis souvent, les gens, ils regardent ça et disent, non, gars, non, je le ferai pas. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? Ils ont des regrets. Ouais. Il faut pas avoir de regrets. Moi, il y a des affaires. Moi, dès que j'ai un objectif, là, des fois, les gens me disent que tu fais des affaires. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Puis est-ce que à cause de ça, je vais laisser des objectifs, des choses qui me font triper de côté? Non, je l'ai fait. Moi, j'ai aucun regret. Des fois, oui, je frappe un mur. C'est pas grave, ça. Frappe un mur, tu recules, tu y vas. Tu retombes. Ouais. C'est aussi simple que ça. Exact. Puis là, tu parlais des Jeux olympiques de Tokyo. Je pense que ta fille visait à les Jeux. Comment ça va, ça, à ce niveau-là? Ça va bien. Présentement, elle s'entraîne à Montpellier, en France. Je vais aller la visiter dans quelques jours. Puis, elle est confiante. C'est sûr que je dis qu'elle est proche de son objectif pour cette année. Mais il ne faut pas juste être proche, il faut le faire. Puis, au point de vue psychologique, elle est plus, je pourrais dire, elle est plus stable, elle est plus prête, elle est plus forte mentalement. Mais tout va se jouer à la sélection olympique qui va être au mois de juin au Centre Claude-Billard à Montréal. OK. On verra. Puis c'est un sport qui ça a l'air très, très physique, mais c'est beaucoup mental. Hein? Puis je pense que c'est comme ça dans tous les sports. Mais c'est beaucoup mental. C'est très mental. Puis des fois, je dis dans mes conférences, quand tu arrives dans une grosse compétition, je parle d'athlétisme, là, qu'au stade, tu as 50, 60, 100 000 personnes qui te regardent courir, là. Puis qu'au début, on nomme ton nom, puis tu fais bye-bye à la caméra, puis tu penses que tes amis, ta famille, tout ça qui te regardent, là, je te dis que la patate, ça brasse. Puis si t'es pas fort psychologiquement, si t'es pas prêt psychologiquement, il y en a beaucoup qui craquent, qui passent pas à travers. C'est très demandant. À un point tel, je me rappelle une fois, je pense que c'était avant un championnat du monde aux Jeux olympiques, à l'entraînement, j'ai demandé à mon entraîneur, j'ai dit, c'est pas dangereux, tu sais, comme la pression de même tout le temps que je risque de faire une crise cardiaque. Je te le jure. Puis là, mon entraîneur me regarde et me dit, je sais pas. Là, je dis, là, tu me rassures pas, bébé, là. Il me dit, ouais, je sais pas. La réponse, c'était, je le sais pas. Parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Même si t'es en forme, même si t'es jeune, mais il y a tellement de... Tellement d'affaires, là, c'est fou. Même, on regarde présentement mon sport que je faisais. Le meilleur qui vient de prendre sa retraite, Usain Bolt. Même Usain Bolt que vous voyez à la télévision, puis dans la finale, qui fait des babayes, il a de l'air tellement relax et tout ça. Lui, il dit comment il se prépare psychologiquement, lui, c'est la veille. C'est la veille, lui, il est comme, OK, demain, c'est la finale, oh my God, il y a 110 000 personnes au stade, oh my God. Il se prépare psychologiquement là, il fait tout son scénario dans sa tête et tout. Puis le lendemain, pour s'enlever cette pression-là, c'est comme un masque qu'il met.
il joue un rôle, je suis relax, nanana. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur, ça bouille pareil, là. Puis qu'est-ce que ça fait en même temps? Pour une vue psychologique, ton adversaire, quand il regarde, tu es tellement confiant de même, puis tu es relax, tout ça, il dit « Oh my God, il est prêt, lui? » Fait que tu as un avantage psychologique. Mais la pression est là pour tout le monde. Ouais. Ça fait penser à la boxe ou même au combat ultime MMA. Justement, récemment, il y a eu McGregor, puis il était tellement confiant avant le combat que je pense qu'il l'a gagné pratiquement avant qu'il commence même à se battre. Là. Puis c'est la même chose pour Jean-Pascal aussi. Jean-Pascal, la même chose. Qui a gagné récemment. Là. C'est fou. Ton niveau de confiance, il faut qu'il soit vraiment au top. D'ailleurs, tu sais quoi? Mon post aujourd'hui, c'était avec Jean-Pascal, justement. J'ai fait un throwback. J'ai dit... là, il vient de gagner son dernier combat encore, là. La détermination, tout le monde disait, mais non, voyons là, pourquoi il revient de sa retraite? Pourquoi qu'il revient de sa retraite? Il a gagné ses 2 derniers combats. Tu sais, c'est comme, gars, c'est fou, là. Ouais. Puis lui, il n'a jamais esquivé un combat. Il dit, tu vas me donner le top à tête devant moi, là? Let's go, on y va. Puis tout ça. Puis moi, mon poste aujourd'hui, c'était, je me rappelle, en 2002, on était au jeu du Commonwealth. Moi, c'était ma dernière compétition. Je prenais ma retraite. Puis c'est là qu'on est venu amis. Puis là, il m'a regardé dans les yeux, avec confiance. Il me dit, tu sais que moi, je vais être champion du monde. Comme ça. Là, j'étais comme, wow. Le regard qu'il m'a donné aussi, les yeux, ça parle, hein. J'ai dit, oh my God, ce petit cul, entre parenthèses. Ouais, il était au début de sa carrière. Il était au début de sa carrière. Ouais. Puis j'ai dit, je pense qu'il va vraiment le faire. Puis j'ai eu aucun doute. Puis on regarde ce qu'il a fait, là. C'est malade. Ouais. C'est beaucoup psychologique. C'est fort, le cerveau, là, exact. Dès que tu donnes un objectif, tu continues de fixer tes objectifs-là, tu n'arrêtes jamais. Toi, ça t'a pris, je pense, du moment où tu t'as dit « je vais courir plus vite que Carl Lewis », ça t'a pris 15 ans y arriver. 15 ans y arriver, ouais. Mais t'es arrivé, puis là, t'as réalisé le pouvoir de comme cet objectif-là que tu t'étais mis, hein, puis que t'as réussi à accomplir. Puis tu sais quoi? Quand j'ai fait ma performance, ça m'a pris 2 heures plus tard, le réaliser, qu'est-ce que je venais de faire. Parce que là, c'est comme si j'étais sur un nuage. Là. Tu sais, je viens de gagner la médaille d'argent encore. J'étais redevenu le top au monde. Là, j'avais mon épouse qui était là. J'avais justement mon bon ami Claude Chagnon aussi qui était là. Écoute, l'ambiance, c'était fou. Mes commanditaires étaient là. Je flottais. Là, à un moment donné, tous les médaillés, ils se font tester. Là, je suis dans une grande salle, j'attends mon tour. J'ai ma conjointe à côté de moi. C'est comme si je redescendais sur terre, puis je venais de réaliser qu'est-ce que je venais de courir. Là, je dis à ma femme, ben voyons, attends, j'ai couru 9,84. Puis elle, sur le coup, elle ne comprenait pas. Elle dit, ouais, OK, t'as couru 9,84. Tu sais, ça fait t'es bon, là, tu sais. Ça fait 2 heures de ça, puis on passe à d'autres choses, là, quasiment, là. Fait que là, je dis, mais là, écoute, tout de suite, il y a un film qui est venu dans ma tête. Je me voyais, petit cul, à 17 ans, regarder la télévision, voir Carl Lewis gagner et tout. Puis je me voyais le dire, justement. Un jour, je vais le faire. Puis mon entraîneur qui me dit à la fin, cette citation-là. « The me I see is the me I'll be. » C'est fort, ça. Tabarnouche. Le moi que je vois est le moi que je serai. Je te jure, je me suis mis à trembler. J'ai dit, oh my God, je suis plus rapide que Carl Lewis à l'âge de 32 ans. Oh my God, ça se peut pas. Oh my God. C'est malade. Il y a une expression en anglais, c'est comme ils disent dans le sport, c'est comme your body shocked. C'est comme t'amener ton corps à un niveau qui n'a jamais été auparavant. Puis écoute, je grelottais après. J'avais froid, puis écoute, il faisait comme genre 35 degrés. On était à Séville, en Espagne, là, tu sais. Ouais. Puis j'étais sûr que j'allais être malade. Puis le lendemain, j'étais bien correct, là. Puis ça m'a fait voir que le pouvoir du cerveau, là, c'est malade. Puis moi, je continue sur la même direction. Là, tu as transposé ça maintenant dans le monde des affaires, dans tes différentes entreprises. C'est cool. Puis on va en parler un peu plus tard, mais justement... tu as parlé de Claude Chagnon, c'est quelque chose que je voulais te parler. Justement, il y a eu un rôle clé à jouer dans ta carrière parce qu'à un moment donné, tu parlais que c'est ça, tu allais chercher des commanditaires. Il y avait eu des scandales en athlétisme au niveau au niveau comme du dopage, tout ça. Puis là, tu avais de la misère à trouver des sponsors. Puis là, Claude est arrivé dans ta vie, puis ça a eu un grand impact, je pense. Hein? C'est fou. J'ai été voir Claude avec ma conjointe. Parce que dans ce temps-là, ma conjointe m'aidait aussi dans le management, la gestion et puis tout ça.
Puis moi, j'étais un gars de, normalement, là, je suis mieux, là, mais j'étais très, 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 très timide. Je parle pas beaucoup. Puis Claude aussi, j'ai su, dans ce temps-là, que c'est un gars qui parle pas beaucoup non plus. Fait que dans le meeting, on s'est présenté, puis ça, puis c'était comme 5 secondes, il n'y a rien qui se passait. Fait que c'est ma femme qui a fait... C'est ma femme qui a fait le pitch avec mon CV, voici mes objectifs, et puis tout ça. Écoute, dans la même journée, on a vu Claude juste avant le lunch, avant qu'il sorte au bureau, avant d'aller souper, il m'appelle. Il me dit, on embarque. Parce que je suis comme, on embarque. Il dit, commandite, 25 000. Fait que là, all right. Puis j'étais avec Vidéotron pendant toute ma carrière. Ouais. Puis ça a été fait vraiment comme pas d'une façon juste qu'est-ce qu'il voulait profiter en tant que sponsor, mais vraiment juste pour te supporter. Pour me supporter. C'est ça le pire là-dedans, c'est, bon, il me commandite, il me donne le chèque, OK, je fais mes camps d'entraînement, ça va bien, nan. Puis c'est moi, un moment donné, qui a dit, OK, mais ce serait le fun que, tu sais, on va faire des t-shirts, puis je vais écrire Vidéotron devant mon t-shirt. Il dit, ah, OK. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Tu sais, c'était vraiment ça. Puis c'est toujours moi qui a poussé, OK, on va faire ça en Vidéotron, puis tout ça, nan. Puis lui, c'était comme, genre, il a vu un potentiel, un athlète québécois, whatever, qui a voulu aider. Puis je me rappelle à un point tel, quand j'ai eu beaucoup de succès après, puis même à Atlanta, il était avec moi aussi, puis tout ça. Puis un des journalistes, il a dit, ah, ben finalement, c'est un bon retour sur ton investissement. Fait que là, il a dit, moi, j'ai investi en Bruni. C'était pour l'aider. C'était pas pour que Vidéotron soit partout. Ça, j'apprécie ça énormément. Ouais, on trouve pas ça à tous les coins de rue, là. Non, absolument. J'ai lu ça dans ton livre aussi, puis ça m'a marqué aussi, parce que j'ai dit, c'est rare quand même, les gens qui sont vrais comme ça, là. Puis toi, ben maintenant... Qui aide encore les athlètes québécois aujourd'hui, là, encore. Qui met des milliers et des milliers. C'est fou, là. Puis tu le fais aussi, toi, d'ailleurs, avec ta fondation, Bruni Surin, justement, que je voulais qu'on parle un petit peu. Fait que tu as eu la chance de donner, je pense, 1,5 million et plus, même, à date, à des jeunes de toutes sortes, des bourses. Des camps d'entraînement aussi, puis tout ça. Mais moi, c'est comme... Claude, la famille Chagnon, c'est un modèle pour moi. Tu sais, je vois ça, puis je vois comment il s'implique encore aujourd'hui. Puis moi, j'ai comme voulu faire la même chose à une plus petite échelle. Puis aussi, un autre point marquant, c'est qu'au début, quand j'avais pas une scène là, pour m'entraîner, là, on va dire les vraies affaires, puis j'étais comme, oh my God, comment je vais faire ça? Là, j'ai commencé à frapper aux portes. Écoute, il y avait un dépanneur à côté de chez nous, là, tu vois, j'ai rien à perdre, là, au pire, il va me dire non. Puis effectivement, il me dit, écoute, j'ai pas les moyens, OK, je comprends ça. Puis à toutes les places que je frappais aux portes, c'était non. Puis là, à un moment donné, j'étais dans un restaurant, puis je fais mon pitch. Puis je dis, dans ma tête, je dis, OK, un autre qui va me dire non. Puis avant de sortir du restaurant, il me rappelle, puis il m'a fait un chèque de 500 $. Écoute, le gars, c'est la première fois que je le vois, puis je le rencontre, il me dit, OK, ben voici 500 $, puis bonne chance, TQ. Ça m'a marqué à vie. Puis c'est avec ça que j'ai acheté mes premières pointes, les souliers de compétition. Mm-hmm. Puis après ça, il y a eu Claude plus tard, puis tout ça. Puis j'ai eu une super belle carrière. Beaucoup de gens m'ont supporté. Puis moi, quand j'ai terminé ma carrière, je dis, écoute, je peux pas dire, OK, ben j'ai fait mon argent, j'ai fait ma réputation, puis tout ça. Puis les jeunes qui sont dans la même situation que moi, que j'étais, ben arrangez-vous tout seul. T'sais. Fait que là, j'ai dit, écoute, il faudrait que je crée une fondation. Puis c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Nice. Wow. Ouais. Puis, ça t'a appris les bases un peu de l'entrepreneuriat indirectement, le fait de justement cogner aux portes, puis ainsi de suite, de faire face à la réjection, le rejet. Faut pas avoir peur. Oui, tu sais, quand tu te fais dire non, c'est pas le fun. Je vous mentirais pas, là, c'est pas le fun. En plus, pour un gars timide, toi, au début, tu étais timide. Écoute, ça m'a tout pris, là. Ça m'a tout pris. Écoute, frapper aux portes, puis des gens que je connais pas pour me dire, écoute, peux-tu m'aider? Oublie ça, là. J'ai dit, mais je l'ai fait. Puis quand c'était non, c'était non. Puis les gens rient de toi. Puis OK, ben c'est pas grave, Bruni. T'arrives en Europe, ben écoute, t'as pas beaucoup d'argent. C'est pas grave, Bruni. T'essaies d'entrer dans la compétition, on te ferme la porte. On te dit t'as pas de niveau, t'es un loser. Pas grave, Bruni. Des journalistes qui vont dire, c'est qui cet athlète-là? Il est pas bon. Pourquoi on l'a pris sur l'équipe nationale? Pas grave, Bruni, on va y arriver. Il faut être fort en tabarnouche, là. C'est malade, là. Ben oui, puis pourquoi tu penses que justement c'était si difficile, mais que tu l'as fait quand même à chaque fois, de passer par-dessus chaque petite étape, chaque non, C'était l'entourage. L'entourage. Moi, c'était ça mon ground, ma base. C'était ça. Tu sais, comme, premièrement, ma mère, comme je te disais. En plus de ça, Daniel, qui me le disait, il dit, ça serait pas facile.
Mais tu vas y arriver, ça ne sera pas facile. En entrepreneuriat, c'est la même chose. Des fois, tu frappes des murs. Tu en frappes beaucoup, des murs, là. Mais garde ça. Garde le moral. Puis dans le fond, c'est ce que tu dis, c'est que si tu as un bon entourage, quand toi, tout seul, tu vas être démotivé, tu vas avoir un moment de découragement, mais il y a quelqu'un d'autre à côté qui va pouvoir peut-être t'encourager. Ben oui. L'une des recettes que je peux dire, que Daniel m'a appris aussi, tout ça, c'est entoure-toi de gens compétents. Entoure-toi des gens positifs. Aujourd'hui, on dit, dis-moi c'est qui avec qui tu te tiens. Je vais te dire, dans le fond, où tu vas aller, c'est quoi toi? Si tu te tiens avec du monde qui font juste bitcher ou whatever, puis t'es là-dedans, puis t'es bien là-dedans, mais toi aussi, tu vas faire la même chose. Si t'es ton groupe, c'est des entrepreneurs, des gens inspirants, des gens qui sont fonceurs, puis tout ça, c'est vers là que tu vas. Moi, c'est vers là que je vais. Je vais dans des affaires des trucs de réseautage. Dernièrement, j'étais encore à Anaheim, en Californie. Écoute, je paye mon billet d'avion, je paye mon hôtel, il faut que je paye mon entrée, puis tout ça, c'est un investissement. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Écoute, quand je vois des entrepreneurs, il y avait Hugh Hilton. Sais-tu qu'est-ce qui arrivait avec Hugh Hilton? Un moment donné, j'ai parlé 15 minutes. Tabarnak, j'étais foutu, malade. J'étais devant Hugh Hilton pendant 15 minutes qui me donnait des conseils. Écoute, c'est fou. Tu avais Steve Wozniak, cofondateur de Apple. Comme tu as accès à ce monde-là, tu leur parles, puis tout. Là, tu sors de là, c'est pas juste inspirer, hein, c'est écrire aussi. Écrire, puis comment... Mon coach, j'ai un coach, un business coach. Puis il me dit, écoute, inspirer, c'est beau. C'est le fun. 3-4 jours après, tu oublies tout parce que tu l'as pas écrit. Puis quand tu l'as écrit, comment on dit, implement. Exécute. Exécute après. Il me dit toujours fast implementation. Tu as appris quelque chose? OK, mais qu'est-ce que tu attends pour le mettre en application? Pour le mettre en application. Tu sais, des fois, des gens, c'était le fun, OK. Ouais, mais pourquoi tu le fais pas tout de suite? Ah, ouais, c'est vrai, dans le fond, je pourrais. Vas-y. Moi, c'est vers là que je vais, là. C'est fou. Tu sais qu'il y a des gens, des fois, qui me le disent pas directement, que j'ai entendu, whatever. Moi, je m'en fous. Ah, mais Bruni, il fait bien les affaires, il est dispersé. Bruni est dispersé. OK, Bruni est impliqué dans quoi? OK, l'immobilier, il y a sa fondation, il y a sa ligne de vêtements, puis il y a peut-être 2-3 affaires de porte-parole, tout ça. Il est impliqué dans 6 affaires, on va dire. Écoute, moi, des gens que je regarde, qui m'inspirent, que je vais aller là, mon business coach, il est impliqué dans peut-être une 40aine de business. Je vois son horaire, là, qui fait des conférences partout au monde, puis ces salles sont toutes remplies. Il est-tu dispersé, lui? OK, s'il est dispersé, moi aussi, je vais être dispersé, je vais être comme lui. Ouais. Fait que, gars, c'est ça. Je pense que, dans le fond, la leçon à retenir pour ça, c'est de ne pas être dispersé peut-être au début. Parce que quand tu commences, puis que là, tu n'as pas rien qui est solide, là, c'est pas le moment de se disperser, mais plus tu deviens à maîtriser ce que tu fais, plus tu as des bonnes bases, là, c'est possible de se disperser. J'ai 52 ans, puis ça fait une trentaine d'années que je suis en business. Là. Ouais. Puis tes débuts comme moi. Tes débuts, comment ça a été en business, justement, parce que tu as fait la transition de l'athlétisme vers la business. Puis j'ai lu dans ton livre, tu parlais que tu as écrit tes objectifs, justement, avant de prendre ta retraite. 2-3 ans avant, tu as commencé à préparer un petit peu ta retraite, entre guillemets, du monde sportif. Ouais. Puis là, tu t'es dirigé un peu plus vers l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé un peu tes débuts en affaires? Mais ça s'est passé que j'ai pris ma retraite, on en parlait tantôt au jeu du Commonwealth, c'était au mois de juillet, fin juillet. Au mois de septembre, la même année, c'est comme juillet ou septembre, 2 mois plus tard, je suis en train de bâtir ma maison de rêve. Boum. Puis c'était planifié. J'avais mes plans, tout. J'étais en train de faire ça, j'ai déménagé. Puis je partais en affaires. Je partais en Asie. Je commençais à acheter mes échantillons dans la ligne de vêtements, tout ça. Je commençais à essayer de me trouver un entourage. Fait que là, j'ai bâti mon entourage. Puis avec une première équipe que j'avais, il y a des choses qui n'allaient pas, puis finalement, on s'est dissociés. Wow, OK, c'est plate. Qu'est-ce que je fais? Toujours dire ses objectifs haut et fort, et pas peur. Parce qu'il y a des gens qui seraient dans cette situation-là, ils disent « Ah, mais là, j'ai plus mes partenaires, la ligne est comme stand-by, il n'y a rien qui se passe. » Fait que, je vais regarder ça en silence, puis j'ai dit « Non, je vais continuer ma ligne de vêtements, puis puis réseautage. » Va frapper au partenariat. Puis là, ce moment donné, c'était un de mes amis qui savait
parce que j'ai dit que je voulais continuer. Puis là, il m'a dit, il y a eu le reflet, il dit, ah, ben je connais un tel, ça pourrait fitter avec toi. Là, je faisais un cocktail pour ma fondation. Là, il a amené ce gars-là à mon cocktail. On s'est parlé, ça fitait. Pouf! Là, ça fait 11 ans qu'on est en affaires. Mais si j'avais gardé ça juste pour moi dans mon petit coin, puis il n'y a personne qui sait que, bon, ben Bruni, il veut continuer sa ligne de vêtements, whatever, comment que mon chum, il aurait eu le réflexe de dire, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment ça. Puis ça a été comme ça. Puis là, ça fait 10 ans qu'on est en magasin. Ça va super bien. Il y a d'autres projets de partenariat que je suis en train de faire présentement. Puis, gars, moi, je suis sûr que ça va fonctionner. Ouais. Ça, c'est du bois, ça? Ouais. Je touche du bois. J'ai fait du management d'athlètes. Ouais. J'ai fait ça pendant 15 ans. Puis, écoute... Mais ça, as-tu encore cette... Ça, j'ai arrêté de faire le management d'athlète. Le management d'athlète, je te dirais, en 75-80% de mes athlètes, c'était des athlètes en athlétisme. Puis, sans vouloir mettre le sport dénigré ou quoi que ce soit, point de vue business, point de vue affaires, c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont prendre leur retraite plus tôt parce qu'ils n'y arrivent pas. À moins que tu aies un athlète comme Usain Bolt, André Degrasse qui gagne des millions. Mais je te parle d'un athlète, un bon athlète, mais qui n'est pas un superstar. C'est plus tough. OK. Ouais. Puis moi, prendre un 15% de ça avec tout le travail qui vient avec, non merci. Faut choisir ses batailles. On va aller faire de l'immobilier à la place. Cool. Puis... en fait, je voulais qu'on parle aussi un peu de Daniel Saint-Hilaire. On a touché un peu tantôt. Ouais. Je voulais qu'on parle un peu plus de tu me disais qu'il était quand même quelqu'un de spirituel. Tout ça. Toi, es-tu quelqu'un de spirituel en tant que tel dans ta vie en général? Ou... Je suis un gars spirituel. Peux-tu croire que j'ai été à la messe à l'église tous les dimanches jusqu'à l'âge de 18-19 ans? Mais pour nous, c'était un automatisme. Ouais. Nous, c'était protestant. Mes parents, c'est comme, tous les dimanches, écoute, tu t'habilles bien, là, puis tu vas à l'église. C'était naturel. C'est comme ça. Puis c'est après ça, tu sais, quand j'ai commencé à faire des compétitions aussi, hop, je manquais un dimanche là, puis Puis là, tu arrives dans une phase de ta vie aussi, tu te poses des questions. Tu te dis, écoute, est-ce que je suis vraiment obligé d'y aller à tous les dimanches? Je peux prier chez moi aussi, je peux prier n'importe où, puis tout ça. Puis fait que là, moins en moins, j'y allais. Aujourd'hui, je pourrais définir ça comme un croyant non... C'est quoi le... Non pratiquant. Non pratiquant, c'est ça. Ouais. Je vais pas à l'église. Je vais à l'église peut-être 2-3 fois par année. Là. C'est comme, mais c'est ça, chaque personne a sa façon de vivre un peu sa spiritualité. Puis quand tu parlais de Daniel Saint-Hilaire, lui, justement, un peu plus, il était quelqu'un qui avait des façons de faire non conventionnelles. Oui, non conventionnelles. Puis c'est comme... puis il y avait la sophrologie aussi là-dedans. Sophrologie? Oui, sophrologie. Tu sais, comme... Ça va... C'est comme la méditation. C'est comme une méditation, visualisation. Pour moi, c'est comme quasiment toute la même affaire. Ouais. Est-ce que tu vois ça comme spirituel, cette pratique-là, toi, de visualisation, méditation? Non, c'est pas spirituel. C'est pas spirituel. Okay. C'est pas spirituel. Tu sais, comme des fois, il y a des gens qui, pour une raison que je sais pas, même méditation, quand tu vas parler de méditation, puis il y a des gens qui vont te regarder, un peu louche, là, Mais pourtant, la méditation, c'est comme tu médites, là, comme t'es dans ton coin, t'as un moment à toi, puis tu penses, tu réfléchis, puis comment être meilleur, dans mon cas, mais comment être meilleur, puis où est-ce que tu veux t'en aller dans la vie personnelle, sport, spirituel et tout ça. Puis moi, je trouve qu'il n'y a rien de sorcellerie là-dedans. Ou de tabou, là. Ouais, de tabou là-dedans. Moi, je le dis ouvertement. Je dis oui, je fais de la méditation, puis s'il y a des gens qui pensent que je suis bizarre, tant mieux. J'ai pas de cachette. Puis non, je fais pas de la sorcellerie, je fais pas de la magie noire. C'est du vaudou. C'est du vaudou, non, je fais pas de vaudou, mais je travaille mon cerveau, puis je fais de la méditation, puis je suis à l'aise avec ça. Puis maintenant, c'est ça, maintenant tu es très à l'aise, mais dans le passé, je pense que tu es quelqu'un, tu sais, l'opinion des autres t'a affecté un petit peu plus au début de ta carrière. Je pense que tu as développé vraiment comme pas une carapace, mais un... Mais tu sais, comme, qu'est-ce qui me dérangeait le plus, je dirais, c'est que, tu sais, moi, je fais toujours, encore aujourd'hui, je joue souvent le rôle de, comme une médaille à deux côtés.
Si j'essaie de jouer, moi, je suis dans cette position-là, mais est-ce que j'essaie de comprendre l'autre? Puis des fois, en essayant de comprendre l'autre, je dis, ben écoute, je comprends pas pourquoi cette personne-là a dit telle affaire ou a agi de telle façon, parce que moi, j'aurais jamais agi de cette façon-là. Moi, j'avais des amis en athlétisme, j'avais des amis sprinteurs, que moi, c'était mes vrais amis, parce qu'ils étaient meilleurs que moi. Puis moi, je dis, écoute, moi, je vais être meilleur aussi, puis c'est la compétition. Mais quand je suis arrivé, puis la première fois que je battais mon ami, que je pensais, puis là, à un moment donné, mon ami, il s'est distancé, puis qu'il me parlait quasiment plus, là, je comprenais plus. Je suis comme, mais c'est quoi l'affaire? J'ai dit, là, on est amis, ça, c'est la vie. La compétition, c'est une partie de ça. Fait que je pouvais faire la nuance. Tu sais, en compétition, qu'on soit les meilleurs amis du monde, en compétition, je veux te battre, là. Puis tu veux me battre, puis c'est normal. Mais même si tu me bats, ça ne m'empêchera pas de luncher avec toi après. Écoute, à un moment donné, je me rappelle très bien Donovan Bailey, quand il est arrivé sur la scène. Parce que moi, j'étais là avant Donovan Bailey. Là, Donovan est arrivé sur le niveau international. Puis la première fois que Donovan m'a battu, on était à Nuremberg, en Allemagne. Il m'a battu. J'ai perdu la côte. Bam, je suis fâché. OK, mais je le félicite. Puis je dis, je t'invite, on va prendre une bière après. On prenait une bière ensemble, puis on mangeait ensemble. J'ai payé le souper. Là, quand je disais ça à mes amis, hey, t'es malade! J'ai dit, ben, t'es fou, il t'a battu, puis tu payes la bière. J'ai dit, ouais, mais c'est quoi le problème? J'ai dit, la prochaine compétition, je vais essayer de le battre, c'est tout, là. Mais moi, je suis comme ça. Mais oui, pour répondre à ta question, la critique des gens m'affectait beaucoup avant. Là, à un moment donné, c'est comme je me mets une carapace. Je dis, écoute, parce que si tu t'écoutes tout ce que les gens vont dire, tu t'en sors pas. Puis si tu vas toujours être triste, tu vas toujours être en maudit. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, veux-tu savoir qu'est-ce qu'un tel a dit, puis nanana. J'ai dit, écoute, je veux même pas savoir. Je veux même pas savoir, puis je veux même pas savoir c'est qui. Je veux même pas savoir. Il dit, t'es sûr? Ouais. Qu'est-ce que ça va me donner? Puis, est-ce que tu peux plaire à tout le monde? Jamais. Que tu sois le meilleur gars au monde, il y a du monde qui vont t'haïr, il y a du monde qui va parler dans ton dos, puis qu'est-ce que tu veux faire? That's it. Moi, qu'est-ce que je fais, là? Je me concentre sur moi, puis j'avance. Les gens qui veulent bitcher, whatever, continuez comme ça. Bravo. Belle philosophie. Puis, en fait, parle-nous un peu de justement comment tu arrives à développer ça? Y a-tu des façons de faire? Tu sais, ça a l'air simple comme ça, mais pour quelqu'un que ça l'affecte beaucoup présentement, mettons, l'opinion des autres, ou que ça l'empêche d'avancer, de faire des choses dans sa vie, t'aurais-tu des conseils à donner? Ben moi, pour moi, qu'est-ce qui a fonctionné beaucoup, c'est justement cette visualisation-là. Puis c'est le fait de le dire, ça vient pas du jour au lendemain. C'est le fait de dire, OK, exemple, au début, quand je te disais que bon, je pensais que j'avais des amis qui me font des coups bas, whatever, tu le prends personnel, ça fait mal, puis ça, là, à un moment donné, tu dis, ben écoute, tu mets une carapace. Tu dis que j'entende ça. Dis-toi, OK, continue, concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. Puis essaie de dire, anyway, oui, il y a des gens qui vont t'ailleurs, où ils vont pas t'aimer la face, ils vont trouver des défauts, ils vont parler dans ton dos, puis devant toi, ils vont te donner le plus beau sourire, là. Ça, c'est un fait, là. Ouais. C'est à la mesure que tu comprends ça, je pense que ça va être plus facile. Dis-toi, on veut tous plaire, là. Veux pas, là. Les gens qui disent je veux pas plaire, on veut tous plaire. Tu veux pas que le monde t'haïsse? Il n'y a pas personne qui dit je veux qu'on m'haïsse. Il n'y a personne. Mais on va t'haïr pareil. Fait que dis-toi dans ta tête, il y a du monde qui va m'haïr. Puis c'est pas grave. Ouais. Puis tu continues ton chemin. That's it. Si je m'attardais à tous les petits détails, écoute, arrête, là. Je serais en train de... Je serais chez nous, je serais en boule, là. Non, pourquoi qu'il a dit ça? Pourquoi qu'il a fait ça? Non, oublie ça, là. Ouais. Non. Puis là, aujourd'hui, tu fais des conférences, justement, dans les écoles, tu essaies d'inspirer les jeunes, de redonner beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que... J'adore faire ça. Puis là, mon réseau augmente, si je peux dire. Ouais, au début, c'était, écoute, les écoles. Là, au moment donné, c'était entreprise. Là, j'ai commencé à faire même des conférences, même en dehors du Canada. La semaine passée, j'étais à Atlanta. Lundi prochain, je suis en Grèce.
Je vais faire une compétition. Tu sais, j'ai encore de la compétition. C'est plus la compétition aujourd'hui, Bruno, c'est la conférence. Je fais une autre conférence le mois d'après à Londres. Fait que, puis moi, le fait de partager, puis c'est universel. Hein? Tu sais, quand j'étais à Atlanta, là, puis il y a des gens qui sont venus me parler après. Les mêmes défis qu'on retrouve ici, c'est en entreprise, c'est pareil. Ouais. Souvent, on va me dire, mais c'est quoi la différence entre athlète de haut niveau, entreprise, quand tu fais tes conférences? C'est pareil. Ouais. Si tu n'as pas cette synergie-là, l'esprit d'équipe, la dernière compagnie que j'étais, ben justement, il y avait des gens qui avaient des idées différentes, puis qui trouvaient que ça avançait pas assez, ça créait un froid. Dans l'équipe de relais, ça a été la même chose. Aujourd'hui, moi, Donovan et moi, on en rit, mais dans le temps, là, c'était pas drôle. Là. Il y a des occasions qu'on a eues. Ouais. Lui a sa personnalité, moi j'ai ma personnalité. Lui, il a un caractère très fort. Tu sais, là, si on joue les couleurs, là, lui, c'est un rouge. Un rouge vraiment foncé. Puis moi, je suis un vert. Puis des fois, ça pète. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ben écoute, il faut que tu mettes nos égos de côté pour un but commun. Parce que je pense que si on n'avait pas fait ça, jamais on aurait gagné la médaille aux championnats du monde, aux Jeux olympiques et tout. Là. Puis ça, en entreprise, c'est la même chose. Mais j'aime partager ça. C'est du leadership, dans le fond. C'est du leadership, puis exactement. Le leadership peut se transposer autant dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans le sport, dans n'importe quoi. Exactement. Puis moi, aujourd'hui, je fais ça comme métier. Puis j'en fais pratiquement toutes les semaines. Puis... As-tu toujours été leader comme ça ou si ça s'est développé un peu plus au fil du temps? Je pense que ça s'est développé. Au début, j'étais plus... j'étais pas leader pendant tout. Moi, je voulais être le dernier en arrière. Là. Ça, tu parlais pas beaucoup? Je parlais pas beaucoup. Dans mes classes d'école, là, écoute, c'est ça, là, tu vois, moi, j'étais le dernier en arrière de la classe, puis je me fais discret, je disparais, j'avais peur de parler au monde. Puis c'est ma mère qui me bottait toujours le derrière. Là. Puis c'est ça qui m'a aidé. Puis, non, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le sport qui m'a beaucoup aidé. Mais au début, pas du tout. Ouais. Ouais. Puis là, tu es rendu à donner des conférences même à l'Institut du leadership, je pense, de Montréal récemment que tu as fait. L'Institut de leadership. J'ai été coach et étudiant à l'École d'entrepreneurship de Beauce. OK, tu as été étudiant là-bas aussi? J'étais étudiant là-bas aussi. Je dirais pendant au moins 4 ans, à chaque genre 3 semaines, j'étais toujours en Beauce. Fait que moi, j'ai beaucoup appris. Puis aujourd'hui, quand je regarde, je suis... Tu sais, je veux pas être cliché pour me dire des fois je me pince, là, mais c'est comme si je vis dans c'est comme un rêve, là. Tu sais, j'ai dit dans une de mes dernières conférences, et je pense qu'il y avait 600 personnes... Puis je leur disais, écoute, je suis devant vous, là. Puis tantôt, j'ai eu un flash, je me disais, écoute, au secondaire, je me rappelle, genre secondaire 1, 2, quand on avait un oral à faire, écoute, la veille, moi, je dormais pas, là. J'étais tellement stressé. Je dis, oh my God, j'en reviens pas, il faut que je parle devant la classe avec quoi? 20 élèves, 25 élèves? C'était un cauchemar, je veux pas. C'est ce que je faisais aussi. Puis à chaque fois, le professeur, je me rappelle, il me disait, ben, qui veut être le volontaire pour être le prochain? Je levais jamais la main. Puis là, je regardais l'heure, j'ai dit, j'espère qu'on n'aura pas le temps. La cloche va sonner, fait que j'aurai pas le droit. C'était malade, là. Puis là, aujourd'hui, écoute, je fais ça à toutes les semaines. Ouais. Devant des milliers de personnes, puis c'était comme, wow, c'est fou, là. Puis t'as-tu fait un training? J'imagine les premières conférences, ils ont dû être un petit peu plus difficiles. Les premières que t'as faites comme après ta... Ouais, mais les premières que je faisais, c'était dans les écoles. Fait que... Je veux pas dire que c'est pas grave, là, mais c'est moins pire, là. C'est des jeunes étudiants, puis je parlais que de sport. Ben, écoute, mon rêve, c'est d'aller aux Jeux olympiques, puis tout ça, nan. Puis, de bouche à oreille, d'autres écoles m'ont appelé, puis tout ça, nan. Puis, vers la fin de ma carrière, milieu de carrière, c'était en entreprise. Là, c'était la nervosité aussi, c'est nouveau. Puis après ça, de bouche encore à oreille, puis nan. Puis aujourd'hui, à 99% de mes conférences, c'est en entreprise. Là. Je fais quelques écoles via ma fondation aussi, mais c'est quelque chose que je suis à l'aise à faire. T'en as fait beaucoup, là, depuis. J'en ai fait beaucoup. Ah oui, j'en ai fait beaucoup. J'en fais... non, c'est pas mal. Puis t'es-tu quelqu'un qui continue, j'imagine que oui, là, mais qui continue toujours d'apprendre puis de perfectionner un peu tes... tout le temps. Tout le temps. Moi, je regarde quelqu'un qui va parler, j'écoute, puis je prends des notes aussi. Puis soit un entrepreneur qui soit dans n'importe quel domaine, il y a quelque chose à rapporter. Fait que là, je prends des notes, puis je dis, mais comment
comment qu'est-ce qu'il vient de dire ou elle peut m'aider, moi, à avancer, à m'aider à être meilleur. Puis sais-tu, une anecdote que je te donne, quand on parlait de Beauce tantôt, quand il y avait les entrepreneurs qui venaient, ils venaient de passer les 24 heures avec nous autres. Moi, je prenais les notes. Quand on avait une pause, des fois, on disait, ben là, on a une pause de 15-20 minutes. Souvent, qu'est-ce que je faisais? J'allais dans ma chambre. Puis je commençais à visualiser. Je dis, OK, qu'est-ce qu'il vient de dire? OK. Je me voyais déjà dans mes entreprises, whatever, moi, comment l'appliquer pour être meilleur. Puis, à un moment donné, on a fait, à l'école avec ma classe, on a fait un exercice où on disait, bien, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de la personne. Puis, qu'est-ce qui est sorti de moi? Il y a beaucoup de gens qui me disaient, on pensait que tu étais snob parce que tu ne nous parlais pas. Quand on avait des pauses, tu étais toujours parti. J'ai dit, ah, OK, c'est ça, c'est la perception que vous aviez. Mais je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que j'allais faire dans ma chambre? C'est de la visualisation. Ah, OK. Mais, tu vois, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Vous apprenez quelque chose, appliquez tout de suite comment vous pouvez être meilleur. Puis ça, je pose la question à tout le monde. Souvent dans mes conférences, je dis, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour être meilleur? Essayez de trouver quelque chose. Que ce soit au point de vue de ta personne, au point de vue de ta santé, de sport, au point de vue de ta nutrition, whatever. C'est comme, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais. Comment tu peux être meilleur dans un de ces sphères-là? Tu vas trouver quelque chose, c'est sûr et certain. That's it. Nice. Ouais. Puis, dans le fond, on fait le tour de pas mal de sujets. Là, on passe par tous les points. C'est correct. Présentement, c'est quoi tes enjeux un peu dans les prochains... J'imagine que tu as des objectifs parce qu'on parlait qu'il faut écrire nos objectifs. Tout ça, c'est quoi tes prochains objectifs à atteindre ou tes prochaines... J'ai fait un post à la nouvelle année, ou il y a quelques semaines. J'ai dit objectif au point de vue immobilier cette année. Je vais avoir un autre propriété. Ouais. Je vais faire de l'entraînement 3 fois semaine. Puis je vais faire de la visualisation, méditation 3 fois semaine. Ça, c'est ça que je me suis donné pour cette année. Okay. Je suis sûr qu'il va y en avoir d'autres. Ouais. Pour l'instant, c'est ça. Des objectifs simples, mais efficaces qui mènent vers d'autres choses aussi après. Là. Puis des fois, qu'est-ce que je dis aux gens? C'est pas obligé d'être compliqué. Là. Parce que des fois, quand je suis devant, puis je dis aux gens, ben, c'est quoi ton rêve, ton objectif? Eux, ils voient comme olympique. Je dis, je vous demande pas d'être champion olympique. Là. Je vous demande pas ça peut être quelque chose de tout petit. Ouais. Là, des fois, les gens vont me dire, ah, ben moi, j'ai mon rêve, là. C'est un petit rêve, là, mais je dis, écoute, c'est ton objectif. Il n'y a pas de petit ou gros. C'est pas la grosseur du rêve qui importe, c'est d'en avoir un. C'est d'en avoir un, ça t'appartient. Ouais. C'est ton objectif à toi. Moi, ça a été ça. Pour quelqu'un d'autre, ça va être ça. Des fois, je leur dis, ben écoute, je vais dans des compétitions, des fois, puis je vois quelqu'un qui finit un marathon en 4 heures, puis il a les bras levés. Yes! Il n'a pas gagné les Olympiques, là. Loin de là. Mais son objectif, lui, c'était quoi? C'était de terminer un marathon. Que ce soit en 4 heures ou en 4 heures et demie, il l'a fait. Yes. C'est que ça, là. Ouais. Ouais? Exact. Puis t'en as réalisé un récemment, je pense. J'avais vu sur Instagram tes nouveaux bureaux au centre-ville. Oui. Ben ça c'est une propriété que j'ai eue. Puis à un moment donné, je regarde le centre-ville, puis je dis, OK, my God, on a-tu une belle ville? C'est fou, hein? C'est fou, c'est malade. Puis des fois, j'ai des amis qui ont des bureaux au centre-ville, avocats, puis tout. C'est comme moi, j'ai dit, j'aimerais ça avoir une place, mon centre-ville, avec les gratte-ciels, puis tout ça. Puis là, ouais, c'est cher, puis tout ça. Je l'ai. Puis là, on apprécie la vue. J'apprécie la vue. Hier, justement, j'étais là, puis, hey, gars, c'est le numéro 1, puis on a d'autres objectifs. Tu travailles sur quelque chose? J'ai vu que tu faisais comme un vidéo, tu travailles sur des Ah, ça, c'est un petit teaser que je vais faire, un concours que je vais faire. Okay. Puis, je peux t'en parler, tu n'as pas de problème. Je disais dans la petite vidéo, je me sens privilégié que, dans ma carrière, il y a des gens qui m'ont supporté, puis on parlait de Claude, il y a eu d'autres gens, il y a eu même des gens, que ce soit les spectateurs, les fans ou whatever, puis je suis conscient de ça. Puis
dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. J'ai des opportunités. C'est, comme je te disais, je fais des conférences toutes les semaines, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, on aimerait ça te rencontrer pour exemple, me parler d'un projet ou quoi que ce soit, whatever. » Fait que là, je dis « OK, ben, je fais un petit concours. » Je dis « Écoute, vous supportez, je vais vous supporter. » Puis là, je fais un petit concours. Puis ça va être un souper, là, tout le kit, là, VIP. T'amènes quelqu'un de ton choix. On va aller au restaurant W à Montréal, puis on va passer du bon temps. Puis c'est ça mon petit teaser de petit concours. Tu l'as en primeur. Ouais, c'était beau concours. T'étais bien préparé. Comment on peut s'inscrire? Ben, ça va être sur les réseaux sociaux, je pense, la semaine prochaine. OK. Ouais. Le podcast risque de sortir dans peut-être un mois. Fait que le concours va être passé. Il va être passé, ouais. C'est correct. Peut-être au prochain concours. Au prochain, ouais. Cool. Fait que, mais ça a été un plaisir, vraiment, Bruni. C'est un plaisir pour moi. Puis, je te félicite aussi parce que je vois que tu as bien fait tes devoirs, tu étais bien préparé. Félicitations. Merci.